Eh bien, après Marceau Coupe-Chauge, nous allons demander à Michel Combeau, qui lui est directeur général de la Fédération française des télécoms et qui a une vision, j'en suis persuadé, plus opérationnelle, plus exploitante, de nous parler de tout ça, de la façon, de son ressenti et de leur orientation. Merci Monsieur le Président. Merci Mesdames et Messieurs les sénateurs et les députés. Effectivement, on va descendre un petit peu maintenant dans l'opérationnel. Côté opérateur, la fédération regroupe les opérateurs, nationaux de télécom, qu'ils soient opérateurs entreprises, opérateurs grand public, opérateurs virtuels ou opérateurs de réseau. Notre enjeu, nous, effectivement, est de pouvoir accompagner les usages à la fois du grand public et des entreprises. Et c'est vrai que le contexte de la 5G s'inscrit vraiment, en tout cas, dans cette évolution sans cesse grandissante et en tout cas qui s'accélère des usages, notamment du mobile. Vous citiez, quand on parlait effectivement des débuts du mobile et de Radiocom 2000, personne n'osait imaginer que maintenant on aurait plus de 70 millions d'utilisateurs, grand public, entreprises ou même objets, sur ces réseaux mobiles, et que la plupart des usages que l'on avait même à l'orée des années 2000 sur un ordinateur se font souvent par cet objet-là, par le smartphone. Et c'est effectivement cette évolution qui ne fait que s'accélérer est un vrai défi, en tout cas pour les opérateurs, c'est-à-dire à la fois anticiper, parce que les investissements dans les réseaux ne se font pas du jour au lendemain, ils doivent être planifiés et ces usages doivent être accompagnés. Et c'est vrai que quand on parle d'investissement, on peut aussi de remettre quelques chiffres sur la table. Les investissements des opérateurs, en 2017, c'est près de 10 milliards d'euros pour l'ensemble des services à la fois fixes et mobiles. Et le mobile, c'est à peu près 3 milliards d'euros en 2017. Et ces investissements vont grandir, vont s'accélérer. Et c'est effectivement la taille, en tout cas, du défi qui nous attend avec l'arrivée prochaine de la 5G. Effectivement, et pour nous aussi, l'enjeu est de replacer la 5G dans un environnement global. C'est-à-dire qu'on a un environnement qui est technologique, qui est industriel, mais qui est aussi sociétal. Il est clair, c'est que maintenant, les réseaux mobiles font partie de la vie de tous les jours et donc posent aussi de nombreuses questions sociétales autour de leur usage. Et clairement, l'enjeu est de pouvoir trouver cet équilibre entre ce développement technologique, mais aussi le développement d'une société qui fait aussi amener, qui amène aussi beaucoup de questions. Alors quand on parle de la 5G, je dirais la première priorité d'un opérateur, c'est parler de modèle économique. C'est vrai que le réseau, on parlait souvent, et je dirais l'exemple était assez bon, à l'orée des années 2000, lorsqu'on a eu cette vague d'enchères autour des fréquences 3G, sans même savoir si finalement le réseau allait servir ou en tout cas aller rencontrer les usages. Et on l'a vu, il y a eu de nombreuses années avant d'arriver effectivement avec l'arrivée des 3G+, d'avoir vraiment un service qui réponde à un besoin des clients. Et ça, en tout cas, cette période des années 2000 est très présente, dans la tête des opérateurs, pour pouvoir aussi s'assurer qu'en fait, on ne va pas mettre un réseau puis attendre de voir comment le réseau se remplit, mais en tout cas accompagner cette transformation. Et je dirais que la première, en tout cas, dans ce cas-là, des données, c'est que la 5G ne va pas remplacer la 4G comme ça, en disant, voilà, j'enlève un réseau, j'en remets un autre. Au contraire, la 5G va venir, en tout cas, sur des usages 4G qui croissent chaque jour. Et l'enjeu, c'est de voir où la 5G va pouvoir apporter cette valeur ajoutée. Et effectivement, le fait de comprendre l'apport de la 5G est pour nous crucial pour savoir effectivement là où les investissements devront être faits. C'est tout l'enjeu des expérimentations et pilotes qui sont en cours, par les opérateurs. L'ARCEP, en tout cas, pourra le préciser. Le guichet a été ouvert cette année et permet finalement aux opérateurs d'apprendre ce qu'est la 5G et là où elle pourra apporter en fait, ces nouveaux services. Donc de nombreuses expérimentations sont en cours dans des grandes villes, Bordeaux, Lyon, Villeurbanne, Lille, Marseille, Nantes et Toulouse. Les opérateurs sont pleinement mobilisés, notamment pour faire de la 5G un vrai succès. Éviter, les écueils de la 3G, profiter effectivement des succès de la 4G pour faire de la 5G, en tout cas, une vraie nouvelle expérience. Et c'est vrai que pour nous, on reprend en tout cas à notre compte
je dirais, l'ensemble des bénéfices de la 5G qui viennent d'être juste exposés, et notamment le fait de pouvoir raisonner en classe de service, c'est-à-dire que le réseau, finalement, va s'adapter à la demande. Et notamment le fait de pouvoir couper des usages entre plusieurs applications est pour nous une vraie nouveauté, mais un vrai intérêt pour pouvoir s'adapter en continu à la demande. Et c'est vrai que si on se projette dans quelques mois, quelques années, la première application, en tout cas pour les opérateurs de la 5G, sera vraiment de désengorger nos réseaux. Notamment, on parlait effectivement de ces zones à fort trafic. C'est effectivement une des priorités. Parce qu'effectivement, la 4G a finalement permis de décupler l'offre, en tout cas la demande en matière de débit. Mais c'est vrai que dans les zones à fort trafic, à forte zone de population, on parle par exemple lors d'événements sportifs ou culturels, dans les gares, dans les zones où il y a effectivement beaucoup de personnes, les réseaux 4G vont se saturer. Donc la 5G va permettre effectivement de conserver cette expérience utilisateur avec effectivement ces débits toujours de plus en plus importants. Ça, c'est vraiment la première priorité, en tout cas, du développement, vraiment dans ces grands axes à la fois métropolitains, mais aussi ces grands nœuds, je dirais, de transport. Après, je dirais, la seconde étape pour nous de la 5G sera vraiment l'apport de ces nouvelles fonctionnalités, cette latence réduite, cette capacité vraiment d'avoir du temps réel dans les applications, mais aussi cette capacité à gérer des millions d'objets connectés. Je parlais là de 70 millions ou plus d'abonnés. Ces chiffres vont exploser avec la 5G, donc c'est cette capacité à gérer une multitude d'objets. Ce sera effectivement, je dirais, cette deuxième étape de la 5G qui nous permettra effectivement, là pour le coup, de transformer vraiment notre société. Et donc voilà, en tout cas pour nous, la priorité des expérimentations est de traiter et de tester aussi, à la fois économiquement, mais aussi technologiquement, parce que c'est vrai qu'on parlait beaucoup des apports, mais traduire ces apports en technologie concrète et que l'on peut mettre en œuvre dans les réseaux nécessite d'apprendre aussi, parce que c'est au-delà même de ces nouvelles fonctionnalités, c'est toute une architecture de réseau à repenser. Le changement est vraiment profond pour les opérateurs. Clairement, on l'a dit, j'y reviendrai tout à l'heure, mais en termes de virtualisation de réseau, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour les opérateurs, et donc il faut en tout cas nous comprendre et apprendre pour développer. Je parlais tout à l'heure de mettre la 5G dans un environnement global. Effectivement, la 5G, c'est une promesse technologique, mais c'est aussi je dirais, de nombreux chantiers à mener pour pouvoir en faire un succès. Alors le premier, effectivement, on l'a dit, c'est de pouvoir trouver suffisamment de fréquences pour développer ces technologies. Et pour nous, c'est un vrai enjeu. Je pense que l'ARCEP pourra en tout cas détailler un petit peu sa vision sur le sujet. C'est un vrai enjeu parce qu'on a besoin de suffisamment de fréquences pour pouvoir en tout cas avoir de vraies promesses sur la 5G. Comme on le dit, en dessous de 6 GHz, les fréquences se font rares. Mais pourtant, nous avons besoin, parce qu'effectivement, pour pouvoir couvrir aussi, à la fois dans les métropoles, mais aussi dans je dirais, les villes de plus petite taille, il nous faut suffisamment de largeur de fréquence. Et là, clairement, en tout cas, nous militons vraiment pour avoir des bandes, je dirais, propres, pour pouvoir en fait développer et avoir l'ensemble des promesses de la 5G. Et quand je dis propre, effectivement, il faut savoir effectivement quelles sont les priorités abordées pour la 5G. Il faut aussi faire attention parfois aux envies, en tout cas, de dire je vais réserver des fréquences pour tel usage, telle fréquence pour d'autres usages. Rappelons-le, la 5G, c'est le réseau qui va permettre effectivement de faire cette allocation dynamique de ressources, c'est important. Et c'est le réseau qui va effectivement lui-même faire, en tout cas, ce partage. De même, attribuer des fréquences de manière géographique peut être un accueil aussi et une source d'inefficacité. On le sait, le fait d'attribuer à des acteurs différents dans des zones géographiques est source d'inefficacité spectrale. Alors, effectivement, ce raisonnement peut différer en fonction de la nature des fréquences. Par exemple, les fréquences très hautes, comme elles couvrent peu, finalement, on peut se permettre, dans une zone ou dans une autre, d'avoir deux utilisateurs différents. Mais il est vrai que pour les bandes, je dirais, basses, clairement, nous militons en tout cas pour avoir un usage, en tout cas des acteurs uniques, et surtout d'avoir un usage national de ces fréquences. C'est le meilleur, en tout cas la meilleure promesse d'efficacité pour la 5G. C'est l'enjeu aussi de la consultation publique que l'ARCEP mène actuellement, c'est de pouvoir définir en tout cas ces conditions d'attribution, et aussi pour nous de s'assurer que l'enjeu est bien l'investissement et le développement de nos sociétés, qu'elles soient la société industrielle, mais aussi la société, je dirais, de tous les jours. C'est vrai que tout le monde a regardé avec intérêt ou effroi les enchères récentes en Italie.
Ça avait un parfum, je dirais, voilà, des années 2000 où tout le monde se battait pour les fréquences. Il faut faire attention au mirage des enchères. Clairement, ça peut être un intérêt de très court terme pour l'État de ramener quelques milliards d'euros dans les caisses de l'État. Mais est-ce que c'est la meilleure façon, en tout cas, de s'assurer que les fréquences iront à leurs usages, c'est-à-dire le développement de nos industries et le développement des usages, hein. On a effectivement eu un exemple récent où l'État, le régulateur et les opérateurs ont pu trouver effectivement une vision commune sur les fréquences, hein. Il y a eu effectivement un appel à candidature, hein, qui était plutôt un concours de beauté, qui a permis effectivement de privilégier l'investissement et le développement des services plutôt que le simplement fait de ramener de l'argent dans les caisses de l'État. Pour nous, c'est un point important. Il faut que tout le monde effectivement ait cette vision commune autour du développement de la 5G. La 5G aussi va nécessiter de réfléchir aux modalités de déploiement. Il y avait effectivement cette illustration très intéressante, hein, lors de l'intervention précédente en disant on aura à la fois, je dirais, des développements des antennes, je dirais, qui vont couvrir sur une très large surface, des plus petites antennes. Tout ceci va nécessiter effectivement des procédures administratives. Et donc cette manière d'intégrer ce déploiement dans, je dirais, la manière, dans les règles administratives à la fois nationales et locales, va être très important. On a fait ce travail-là à l'Assemblée et au Sénat pour la 4G en disant comment accélérer les déploiements des réseaux. Il faudra refaire ce travail à nouveau pour la 5G pour voir effectivement quels sont nos objectifs en termes de procédures. C'est un travail qui est important. On ne peut pas uniquement considérer que la 5G va se déployer. C'est comment accélérer, comment finalement définir ses priorités au déploiement de la 5G. Je parlais de réglementation, mais aussi de fiscalité, parce que dans notre secteur, en tout cas, la fiscalité est toujours présente. Et avoir une fiscalité qui soit incitative et non désincitative sera aussi une des priorités importantes pour la 5G. Et que l'ensemble, en tout cas, des parties prenantes, hein, l'État et aussi le Parlement, soient d'accord sur ces priorités. La question aussi, et on y reviendra aussi avec l'intervention de l'ANSES, est celle de la question de l'exposition aux ondes, ce fameux sujet de fréquence et santé, qui est un sujet à ne pas minimiser. Et clairement, en tout cas, la volonté des opérateurs est de ne pas, en tout cas, est d'intégrer ce déploiement dans un système de confiance auprès des élus, mais aussi auprès du grand public, hein. Donc de comprendre comment la 5G en fait impactera l'exposition du public aux ondes électromagnétiques est très important. Nous travaillerons en tout cas avec l'agence, avec la NFR et avec l'ANSES pour justement mieux comprendre comment ces phénomènes se passent. Et en tout cas, nous souhaitons vraiment que ce sujet soit pris à bras-le-corps dans une optique apaisée et que, je dirais, les élus dans les métropoles, parce que c'est là aussi où la 5G se fera, et on sait que c'est un sujet qui peut être sensible pour les métropoles petites et grandes, que ce déploiement se fasse en confiance. Et c'est un sujet à ne pas minimiser. On ne peut pas, je dirais aussi, il faut que la confiance en tout cas soit là pour que le grand public, je dirais, accompagne ce déploiement et ne s'y oppose pas. Un autre enjeu est celui de la sécurité, hein, on en a parlé. C'est vrai que la virtualisation des réseaux, cette finalement capacité à avoir des équipements de base, on peut schématiser en disant je vais avoir des PC dans mon réseau, puis de temps en temps j'y téléchargerai un logiciel pour lui donner une fonctionnalité différente, va amener pour nous une planification complètement différente, architecture complètement différente dans nos réseaux. Et c'est vrai que la sécurité sera clé lorsqu'on parle de millions d'objets présents sur nos réseaux. La manière de concevoir la sécurité, je dirais ce fameux sécurité à la conception, sera très important. C'est aussi, je dirais, l'objet d'échanges que l'on a avec l'ANSSI, l'Agence de la sécurité des systèmes d'information, comprendre aussi que l'ensemble aussi des partenaires publics comprennent comment la sécurité sera traitée dans ces réseaux-là. Et tout ceci doit être fait pour, je dirais, lorsque les réseaux seront mis en œuvre. Et c'est vrai que ce sera aussi, je dirais, le dernier point de mon intervention. La 5G va nous amener à collaborer avec d'autres secteurs industriels. C'est une nouveauté, bon, même si effectivement on a un historique assez important de travailler avec des industries, là on va devoir, je dirais, s'intégrer encore plus fortement avec d'autres secteurs industriels. Et je prends pour exemple en fait celui des transports et des véhicules connectés, parce que c'est l'une des grandes promesses de la 5G de pouvoir connecter l'ensemble des véhicules au réseau. Et c'est vrai que là, c'est en tout cas nous un vrai champ, je dirais, de travail actuel. Pourquoi? Parce qu'effectivement déjà, tout le monde maintenant pense au système embarqué, hein, notamment multimédia, dans les véhicules. Hein. Vous pouvez avec un réseau 4G avoir accès à, je dirais, du guidage, je dirais des informations ou à des loisirs.
Je dirais les véhicules maintenant sont largement connectés. On a pris des engagements très récemment auprès de l'État, de régulateurs, pour améliorer la couverture 4G sur les axes de transport, ferroviaire et routier et autoroutier. Et donc cette couverture va déjà permettre en tout cas de créer des usages. Et effectivement, quand ces usages se créent en 4G, quand la 5G va arriver, on aura déjà en tout cas ce terreau fertile au développement des réseaux. On travaille actuellement aussi avec l'ensemble des écosystèmes sur la transformation des informations de sécurité. Par exemple, quand vous êtes sur une autoroute et vous cherchez à savoir s'il y a un accident ou pas, vous allumez votre radio. Maintenant, à l'avenir, c'est ce qu'on essaie de travailler, vous aurez des informations de sécurité qui viendront directement dans la voiture, soit par le réseau télécom, soit par des antennes le long des autoroutes ou des routes. Et là, clairement, on a deux mondes qui se rencontrent, celui du monde des transports et celui du monde des télécoms. Et cette rencontre, elle n'est pas totalement évidente, parce que certains acteurs vont penser, par exemple, en disant j'ai une technologie Wi-Fi qui est là, donc je vais la déployer parce qu'elle est robuste, elle est disponible maintenant, sans forcément penser à ce que ce sera l'avenir. Et effectivement, les enjeux et les choix que vont faire, effectivement, je dirais très rapidement, le gouvernement et les commissions européennes, par exemple, sur ce sujet des informations de sécurité, seront très structurants pour l'avenir. Pourquoi ? Parce que nous développons aussi, nous, des technologies pour permettre effectivement ces communications entre, mettons, le véhicule et les infrastructures autoroutières. Et nous le développons dans une optique d'évolution vers la 5G. Pourquoi ? Parce qu'un véhicule, lorsqu'il ne sera plus, je dirais, sous la couverture d'une autoroute ou d'une grande nationale, devra être sous la couverture du réseau 5G. Et donc, si on n'a pas effectivement conçu l'ensemble de ces services pour qu'ils puissent évoluer vers la 5G, le jour où la 5G va arriver, votre véhicule, une fois qu'il sera sorti de l'autoroute, il ne pourra pas profiter de la 5G. Donc pour nous, cette rencontre-là, cet écosystème-là, est en tout cas crucial à construire. Ce sont des choix de maintenant qui vont impacter en tout cas les choix de demain. Comme vous le voyez, nous sommes mobilisés et il reste en tout cas beaucoup de chantiers à faire pour que la 5G soit un succès demain. Merci. Non, c'est nous qui vous remercions de cette intervention et de cet éclairage d'opérateur qui est passionnant parce qu'il d'abord il permet la transition pour les intervenants suivants qui expriment plus l'organisation publique. Rappelez-nous, quand un opérateur veut déployer un nœud à tel endroit, le contrat s'effectue entre qui avec l'autorisation de qui ? Donc ça, c'est la NFR qui peut. Je vais te donner quelques éléments. Donc là, c'est finalement, quand un opérateur veut déployer une antenne relais, typiquement, mais bon, c'est sous le contrôle évidemment des opérateurs qui ont l'expérience de l'intégralité du travail. Il doit avoir deux autorisations. Une autorisation qui est celle de la commune, du point de vue, cette fois-ci, de l'édifice que ça représente. En fait, c'est un problème de permis de construire ou voilà, déclaration de travaux, permis de construire. Donc ça, c'est vraiment l'objet physique qui doit être construit. Et ensuite, une autorisation de l'agence des fréquences qui, elle, n'examine que l'insertion de cette fréquence dans l'ensemble des fréquences qui l'environnent et par rapport aux autorisations qui ont été données, en l'occurrence par l'ARCEP. Donc en fait, il y a deux autorisations, un permis de construire que je qualifierais de physique, un permis de construire radioélectrique. Et une fois que ces autorisations sont acquises, à ce moment-là, le relais peut être mis en service. Et effectivement, et c'est juste un contrat entre l'opérateur et le propriétaire ? Ou il y a plus de parties prenantes ? Clarifier ça, effectivement, je dirais quand on implante une antenne, ça va dépendre effectivement de la manière dont le pylône est installé ou le mât que l'on trouve dans les villes. Donc effectivement, l'implantation nécessite effectivement d'avoir un bail ou d'acheter un terrain. Donc là, il y a effectivement une relation entre le propriétaire et l'opérateur pour l'entretien et l'installation, voire même effectivement le rajout d'une antenne lorsque je dois, par exemple, lorsque je vais changer une antenne 4G par une antenne 5G. Il y a la relation après avec la commune, effectivement, soit dans le cadre d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux. Il y a ensuite aussi d'autres entités qui peuvent effectivement intervenir. Par exemple, lorsqu'on est dans un secteur classé, il peut y avoir un avis, par exemple, des bâtiments de France, ça fait couler un petit peu d'encre. Voilà, et donc on a effectivement tout un ensemble d'acteurs publics, locaux et nationaux qui interviennent effectivement à différents stades de là, je dirais, de l'implantation des antennes. On avait travaillé notamment à l'Assemblée et au Sénat pour essayer de simplifier en tout cas
le nombre d'intervenants et pour s'assurer que les procédures puissent être menées notamment en parallèle et non pas en série, parce que quand vous rajoutez ça bout à bout, finalement, vous avez en France parmi les délais les plus longs en termes d'implantation d'antennes. Voilà, donc c'est effectivement pour nous un vrai enjeu que de s'assurer, là aussi, que tout le monde puisse partager les informations, parce que quand vous devez remplir en 2, 3 ou 4 fois un dossier, finalement, on a l'impression d'une forme de déperdition. Non, je disais qu'en Gironde, le conseil départemental met le paquet, mais malheureusement, ça ne sera effectif qu'en 2022, la fibre optique partout. C'est pas mal. Alors, effectivement, les opérateurs pourraient prendre la... Oui, je vais répondre effectivement sur le sujet. Alors, sur le sujet de la dépendance technologique, à ce stade, nous n'en voyons pas et au contraire, cherchons à maintenir effectivement cette pluralité d'approvisionnement. Il est important aussi pour nous qu'on puisse effectivement faire le choix des meilleures équipes. Un micro-façade du 5G. Pour l'instant, c'est pas effectivement ce que l'on voit. Alors effectivement, il y a le sujet, mais qui là est plutôt, je dirais, du ressort des puissances publiques, qui était la politique industrielle autour des équipements 5G. C'est vrai que là aussi la 5G va permettre aux industries de se développer, et les industries notamment à la fois celles qui produisent sur le territoire, mais celles aussi qui développent des nouveaux équipements, des nouveaux services grâce à la 5G, qui pourront à l'avenir, je dirais, aussi exporter. C'est l'un des enjeux en tout cas, les opérateurs y participeront. Sur le sujet de la couverture et de cette accusation qu'on pourrait effectivement porter à l'encontre de la 5G sur le fait d'aggraver potentiellement la fracture, c'est un petit peu notre propos de considérer que la 5G va venir arriver sur un terreau qui est celui notamment de la 4G et va permettre, en fonction des applications, d'apporter des services nouveaux. Et là aussi, on se réfère aussi, je dirais, à l'engagement qu'ont pris les opérateurs en début d'année et qui a été transcrit par l'ARCEP dans les licences, celui de développer encore plus la couverture 4G, ce fameux New Deal mobile, ce nouvel accord en bon français sur la 4G, va quand même changer la donne entre l'horizon 2020 et 2022 en matière de couverture mobile. Et pour nous, c'est un élément important parce que dès maintenant, ça va permettre effectivement de s'assurer, y compris sur les axes de transport ferroviaire ou routier, que la couverture s'améliore et qu'on n'ait pas effectivement de résorber cette fracture entre les zones denses et les zones moins denses. Mais ça va permettre aussi de préparer l'arrivée de la 5G aux endroits effectivement qui seront, je dirais, les plus pertinents. Et on pourra effectivement, entre l'horizon 2020 et 2022, avec ce mix de fibres et de 4G, préparer l'arrivée de la 5G dans les zones qui pourront en avoir besoin. Et dès maintenant, préparer des services de télémédecine. Ce sera possible grâce à la fibre et à la 4G. La 5G, pour nous, sera plutôt la téléchirurgie, là où effectivement on aura besoin, par exemple, d'avoir des délais de latence très faibles. Mais dès maintenant, vous pouvez faire de la télémédecine, soit avec de la fibre, soit avec de la 4G. L'enjeu pour nous est de préparer en tout cas cette arrivée de la 5G et éviter bien entendu qu'elle soit un facteur aggravant. Au contraire, pour nous, ça doit être un facteur qui va ramener en tout cas et permettre d'effacer les distances. Oui, une toute petite précision, parce que ce n'est pas forcément clair dans l'esprit de tout le monde. En fait, la 5G, effectivement, elle va arriver progressivement, et aussi, tout simplement, parce qu'elle va arriver en deux phases principales. La première phase, qui est dite non-standalone en anglais, qui est de greffer la partie radio sur un cœur 4G existant. Et la version ultérieure, qui va certainement mettre un certain nombre d'années à arriver, c'est d'incorporer un cœur 5G qui lui permettra d'obtenir tous les services les plus avancés. Et ça, très certainement, les pays n'auront pas la même dynamique. Mais vraiment, pendant un certain nombre d'années, c'est des greffons qui vont se faire et effectivement qui permettront certainement d'augmenter la capacité, d'augmenter un certain nombre réduire peut-être augmenter les débits pour les utilisateurs. Donc c'est vraiment une affaire qui va se faire dans le temps. Pour répondre peut-être, et puis Cédric Prozac. C'était par rapport à la question sur la couverture. Vous avez évoqué le cas d'une maison de santé. En fait, c'est typiquement le cas. Il y a maison de santé, il y a hôpitaux, il y a aéroports, ports, ou même indoor de certains campus, de certaines entreprises. Des zones qui ne sont pas forcément
toujours couvertes en priorité et qui, quand on raisonne d'un point de vue 5G, sont des zones plutôt prioritaires pour développer les nouveaux usages qu'on attend de la 5G. Et dans la consultation publique qu'on a lancée, on a notamment un certain nombre de questions pour voir comment répondre aux besoins de couverture spécifiques de ce type de structure, avec par exemple des idées type obligation pour les opérateurs de faire droit aux demandes raisonnables de déploiement de réseau ou d'accès aux fréquences directement pour déployer en propre un réseau pour pouvoir in fine avoir le service sur ce type de zone. Et deux remarques, questions. Première remarque concernant la taxe affectée qui était évoquée par M. Merkel et qui servait à financer des études et qui a des études sur la question de l'impact des radiofréquences sur la santé, qui a effectivement disparu du projet de loi de finances dans la version Assemblée nationale. J'attire à votre attention le fait suivant. Sensibilisé par le sujet après l'audition que nous avons eue là-dessus, j'ai déposé avec un ou deux collègues un amendement pour le projet de loi de finances demandant à ce que soit maintenue cette taxe qui était petite, avec l'idée qu'en général, ce n'est pas une bonne idée d'avoir des taxes affectées parce que l'État a un budget qui est un pot commun, mais que si c'est un moyen de préserver une ligne budgétaire, si petite soit-elle, qui risque de disparaître parce que dans le feu de la discussion, 1 ou 2 millions sur 200 millions ou sur 1 milliard, ça peut avoir tendance à passer sous le radar. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Ce qui s'est passé, pour être complètement honnête, c'est que l'amendement a été déposé tardivement et n'avait que quelques signatures, dont aucun ne pouvait être présent le jour où il a été discuté en hémicycle. Ce qui n'empêche pas... C'est l'intérêt du bicamérisme, ce qui n'empêche pas le Sénat de reprendre ce combat s'il le juge souhaitable, et ensuite à nous de travailler à convaincre le gouvernement du bien fondé de cette opération. Voilà. Ma deuxième remarque sur la question posée par le président sur la dépendance économique. Est-ce que la dépendance économique n'est pas ailleurs dans la relation entre infrastructures de communication et numérique, et où on a vu au cours des dernières décennies, sous couvert de neutralité du net, qui en soi est un principe noble de partage d'informations, le secteur du numérique, les grands groupes profitaient des infrastructures déployées par les télécoms sans avoir à en payer le prix à travers les outils over the top en bon français, et ainsi de suite. Et si sur les télécoms, il n'y a pas une concentration si forte, en revanche, du côté des acteurs numériques qui viennent par-dessus, là, la concentration est considérable. Je serais curieux d'entendre votre point de vue là-dessus. Qui souhaite prendre? Allez, les télécoms de ouais, effectivement, on est toujours ici parfois ramené dans à la fois volontairement dans le débat autour du fameux tuyau stupide, qu'adorent manier les anglo-saxons. C'est vrai que notre position a toujours été claire. C'est vrai que notre enjeu, effectivement, mais qui n'est pas l'enjeu que de notre secteur, mais qui est l'enjeu, effectivement, un enjeu sociétal, c'est cette fameuse valeur dans l'Internet et son accès. Et on le voit, effectivement, c'est vrai que la France, et même encore très récemment, est à la pointe un peu de ce combat d'équité, à la fois réglementaire, mais surtout fiscal. On le voit, on ne joue pas avec les mêmes règles. Les opérateurs sont parmi l'une des industries les plus régulées, les plus scrutées, les plus contrôlées. C'est normal, ce sont des investissements qui sont locaux, c'est aussi des données que nous manions en fait en provenance de nos clients, avec des règles effectivement qui sont, scrutées, qui sont même remises en cause sous la grande vision de la Cour de justice de l'Union européenne. Clairement, en tout cas, c'est un vrai enjeu. Et on le voit en tout cas, et c'était nous en tout cas notre combat depuis de plusieurs années. C'est cette compréhension que doivent avoir les pouvoirs publics que tout ça s'inscrit dans une, vision globale. Et clairement, en tout cas, qu'un certain nombre d'industries non régulées à la fois sur la manière dont elles gèrent les données, sur la manière dont elles-mêmes
je dirais, font leur travail, même fiscalement. C'est-à-dire qu'on voit effectivement, et je ne parle même pas de fiscalité spécifique, même de fiscalité d'impôt sur les sociétés, ce débat-là, effectivement, est toujours poignant. Nous, on est très heureux que, en tout cas, la France soit à la pointe de ce combat, mais ce combat n'est pas terminé, parce qu'il en va de nos industries à nous, mais aussi de l'enjeu de société. C'est-à-dire que ce que fait un opérateur avec les données de ses clients, c'est scruter. Ce que font les OTT de leurs données de leurs clients, voilà, ça c'est effectivement un autre débat. Et c'est un débat qui effectivement va encore se prolonger avec la 5G, parce que là on parlera effectivement des données certes des usagers, mais aussi, je dirais, d'équipements sur l'ensemble du territoire. Et ça c'est effectivement un vrai sujet que l'on va soutenir en tout cas dans les prochaines années. La question de Cédric Villani et votre réponse me suggère le mot de conclusion, c'est que nous avons des perspectives technologiques qui sont parfaitement immédiates, quelque chose qui est imminent, et il appartiendrait aux commissions des affaires économiques de nos assemblées respectives de conduire un travail sur, en effet, les enjeux économiques du développement de la 5G, que ce soit en termes d'aménagement du territoire, chère Florence, ou en termes de position dominante de tel ou tel acteur, ou de passagers clandestins qui se génèrent des marges inutiles sur les efforts des autres. Mais quant à nous, nous pourrons parler à nos collègues enrichis de la science que vous nous avez apportée ce matin, en disant que de toute façon c'est immédiat, c'est incontournable et c'est puissant. Merci.